Donc, cette conférence s'inscrit toujours dans le programme pour des bibliothèques inclusives, programme de notre laboratoire des bibliothèques de Bibliomédia. Je profite pour vous annoncer déjà notre prochaine conférence en ligne. Ce sera la dernière pour 2021. C'est prévu le 19 novembre et nous aurons le plaisir d'accueillir Raphaël Batz, qui travaille à l'Université de Bordeaux et qui nous parlera d'un sujet d'actualité puisqu'il s'agit de l'accueil en bibliothèque. Donc, comme vous le savez, les différentes fermetures, les restrictions, les contraintes imposées aux bibliothèques depuis le début de l'épidémie nous poussent en effet à nous interroger sur la notion d'accueil en bibliothèque, mais aussi et surtout à inventer des formes alternatives. Raphaël Batz a beaucoup travaillé depuis le début de l'épidémie autour de ces sujets et elle nous parlera, je la cite, de cette restriction de la possibilité de faire espace public, qui est une notion vraiment importante, et les expérimentations vers des espaces publics autres. Et tout cela nous interroge sur le modèle d'accueil que nous voulons développer en bibliothèque pour inclure les usagers et usagères, mais aussi les habitants habitantes. Donc, on se réjouit beaucoup d'accueillir Raphaël Batz en fin d'année et tous les détails concernant cette conférence sont sur notre site et bien sûr, on mettra ça sur Swisslib également. Voilà, maintenant j'aimerais revenir à notre invité que j'aimerais présenter en quelques mots. Céline Witchart, vous êtes la fondatrice et la directrice de l'entreprise Vision Positive. Vous êtes une spécialiste en accessibilité et plus particulièrement spécialiste de l'information et de la communication accessible. Vous êtes titulaire d'un master en lettres à l'Université de Genève. Vous avez également suivi des formations en journalisme, en marketing et en communication. Vous avez travaillé comme documentaliste technique et archiviste, comme journaliste, comme enseignante, et forte de toutes ces expériences professionnelles, de ces compétences transversales, vous avez donc fondé en 2019 votre propre entreprise Vision Positive. Aujourd'hui, vous allez nous parler des enjeux liés à l'accessibilité des contenus pour les publics empêchés en bibliothèque. C'est des sujets qui nous occupent maintenant depuis un petit moment à Bibliomédia et qu'on a vraiment envie de partager avec les publics. Des différents bénéfices qui découlent des adaptations qui peuvent être mises en place et surtout, vous allez nous parler des moyens pour mettre en place une politique d'accessibilité fonctionnelle et efficace. Voilà, merci encore d'être avec nous et je vous donne la parole. Merci beaucoup Céline, bonjour à toutes et tous. Oui, merci pour cette présentation. Je vais peut-être partager mon écran avant toute chose, comme ça vous aurez l'ensemble du contenu déjà sous les yeux. Donc je ne repasse pas sur mon parcours assez polyvalent et diversifié, vous l'avez très bien mentionné. Je pense qu'il y a un point en revanche qui est extrêmement important dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que je suis en basse vision de naissance et j'aime bien avoir un peu de sens de l'humour aussi. On verra que les problématiques d'éblouissement sont assez importantes pour les personnes en basse vision. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc aujourd'hui, j'interviens non seulement en tant qu'experte en communication et en ayant aussi une petite expertise dans la documentation et en bibliothèque. Je précise aussi, ça peut être intéressant pour vous, que je suis actuellement notamment sous mandat avec la Bibliothèque Braille Romande des Livres Parlés, qui, on le verra tout à l'heure, est l'un des prestataires qui peut être intéressant pour les bibliothèques publiques, au même titre que d'autres prestataires, comme notamment la Bibliothèque Sonore Romande, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc aujourd'hui, je parle non seulement en tant qu'experte, mais aussi en tant que personne concernée par le handicap. J'ai fait le choix pour cette conférence de ne pas m'attarder sur l'ensemble des problématiques liées au handicap de manière générale, mais de me focaliser essentiellement sur les problématiques liées à l'accessibilité des bibliothèques publiques et institutionnelles aux personnes en situation de déficience visuelle. Non pas que les autres handicaps ne soient pas importants, mais c'est qu'il y a déjà tellement à traiter sur la question de l'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles et sur l'accessibilité du cadre bâti, et là, ça sera un peu plus général, on le verra ensemble, qui me semblait judicieux de limiter la problématique en sachant que les webinaires Bibliomédia de cette année
Je profite d'ailleurs pour vous remercier de m'avoir invité. Je voulais le faire avant, prise dans l'élan, je ne l'ai pas fait. Donc merci de m'avoir invité, Céline et Marina. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Euh, donc, comme je vous le disais, ces problématiques, notamment les fonds faciles à lire, les problématiques de dyslexie, etc., sont des problématiques qui sont déjà relativement bien connues, en tout cas pour ce qui est de la dyslexie en bibliothèque publique. Vous avez déjà eu l'occasion d'aborder ces thématiques. Le FAL aussi, notamment avec Fabienne Sipowski, qui est une plus grande spécialiste que moi de la question. Donc, je laisse la parole aux experts concernés qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc aujourd'hui, on se focalisera donc sur l'accessibilité et l'inclusion au niveau de ces enjeux et on verra que pour les publics en situation de handicap, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Et surtout, moi, quelque chose qui me tient à cœur et qui a été soulevé avant par des personnes qui étaient intéressées par cette conférence, c'est la question finalement de l'accessibilité dans son ensemble. Parce que quand on parle d'accessibilité en bibliothèque, il n'est pas uniquement question de l'accès au contenu. Il est aussi question de savoir comment on va accéder à ces contenus. Et là, c'est important d'intégrer une notion qui est notamment très développée par Pro Infirmis, c'est la question, je vois qu'il manque un guillemet dans mon plan, de la chaîne d'accessibilité. Et la chaîne d'accessibilité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on peut mettre en relation finalement avec le parcours lecteur ou lectrice, ou si on est dans le commercial, avec le parcours client. C'est-à-dire quel est finalement le parcours du lectorat, en l'occurrence pour ce qui nous intéresse, jusqu'à l'accès aux médias, aux livres, aux contenus, aux médiations culturelles qui sont mises en place par nos institutions. Et cette chaîne, ce parcours, il est extrêmement long, il peut prendre différentes formes et il commence généralement bien en amont par la question de l'accessibilité, notamment du site web et de la communication. Ensuite, il y a évidemment la question de l'accessibilité du cadre bâti. On m'a demandé si j'allais aborder cette question. Je vais l'aborder, oui, mais je vais l'aborder relativement brièvement parce qu'on pourrait passer une matinée complète à travailler sur la question de l'accessibilité du cadre bâti. Je forme sur ces questions, notamment avec IDGO, donc je ne vais pas m'attarder des heures sur la question, que nous n'avons pas. Évidemment, après, il y a la question de l'accueil accessible, la signalétique accessible, et ça, c'est très important dans les établissements culturelle et dans les bibliothèques en particulier, la question de l'accessibilité dans les locaux pour les salles de lecture, l'emprunt et la restitution accessible. Et là, on verra à quel point il y a des questions à se poser, notamment au niveau de l'accessibilité des opaques et des automates de prêt. Et en deuxième partie, j'aborderai toutes les questions liées à l'accessibilité des collections à proprement parler, donc les livres jeunesse, les livres adultes, la question des grands caractères, et on verra que tous les grands caractères ne se valent pas. La question de posséder ou non des collections en braille. Et évidemment, tout ce qui concerne le matériel pour l'accessibilité des contenus que les bibliothèques publiques peuvent tout à fait acquérir, puisqu'elles possèdent généralement aujourd'hui déjà un certain nombre de liseuses notamment. Il faut savoir qu'il y a d'autres types de matériel qui existent et qui peuvent être tout à fait intéressants pour l'ensemble des publics. Et enfin, j'aborderai la question des livres audio, si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas trop fatigué, pour vous développer un tout petit peu en détail l'intérêt de faire adapter vos livres commerciaux au format DAISY. J'y reviendrai tout à l'heure, je ne m'étale pas dessus à l'instant. Donc, je vous propose de réfléchir déjà à la question du fait de pourquoi c'est fondamental de penser l'accessibilité en bibliothèque et pourquoi c'est fondamental de la penser pour les publics empêchés et les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a une réelle question à se poser à ce niveau-là, puisqu'on va vers une société qui se veut de plus en plus inclusive et que les milieux culturels œuvrent vraiment de plus en plus de concert sur cette question-là. Et la vérité, c'est que le public, notamment déficient visuel, est aujourd'hui extrêmement tributaire des établissements qui proposent des contenus spécialisés. En Suisse romande, on en a 3. C'est la Bibliothèque sonore romande à Lausanne, la Bibliothèque braille romande et livres parlés à Genève et l'Étoile sonore du côté du Valais.
Il se trouve que ces établissements donc, fournissent des services adaptés, notamment des livres audio au format DAISY, des adaptations d'ouvrages en braille pour la bibliothèque braille romande et livres parlés, des films en audio description, notamment pour la BSL, etc., etc. Mais ça oblige du coup les personnes déficientes visuelles à passer par des circuits qui sont externes, disons, à ceux qui sont empruntés par l'ensemble de la société et du lectorat. Donc, développer une politique d'inclusion et d'accessibilité en bibliothèque publique, c'est œuvrer pour finalement l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société à part entière. Et on va le voir, ces adaptations qu'on pourrait mettre en place sont généralement relativement à portée et certaines ne sont pas extrêmement difficiles à mettre en place. D'ailleurs, la plupart des bibliothèques aujourd'hui possèdent déjà un minimum de livres en grand caractère, notamment, même si ça correspond parfois pas à un énorme pourcentage. La plupart du temps, c'est vraiment un pourcentage même assez restreint. Euh, je vous en parlerai. Donc, c'est important parce que ça nous permet d'accueillir les personnes en situation de handicap au même titre que l'ensemble des publics et donc de ne pas nous considérer, de ne pas nous ségréguer et nous discriminer comme étant une population spécifique qui a besoin de passer par un circuit parallèle. Et puis, surtout, ça entre aussi dans la mission des bibliothèques comme une action de proximité puisque finalement, les bibliothèques spécialisées, alors, peu de gens se rendent sur place au niveau de la déficience visuelle, mais ça serait beaucoup plus intéressant que les bibliothèques publiques développent une offre à ce niveau-là, parce que justement, les personnes qui ont des difficultés, par exemple, visuelles ou de mobilité, pourront plus facilement potentiellement se déplacer dans leur bibliothèque de quartier que dans l'une des 3 bibliothèques spécialisées de Suisse romande, qui potentiellement n'est pas dans leur canton, qui potentiellement se trouve loin de chez elles, etc. Et ça permettrait de couvrir un maillage du coup géographique beaucoup plus important et de tisser et de permettre aussi à ces personnes de tisser du lien social et culturel, d'être en lien avec l'ensemble de la population, ce qui n'est pas le cas quand on passe par un service spécialisé existant à l'heure actuelle, puisque finalement, dans cette optique-là, on cultive plutôt l'entre-soi en restant finalement enfermé avec nos propres besoins, nos propres thématiques. Et cette démarche-là œuvre pour une société inclusive et s'oppose finalement à une vision du handicap qui serait plutôt médicalisée, à besoins particuliers, etc. Donc, qui œuvre vraiment dans la Convention pour le droit des personnes en situation de handicap de l'ONU qui a été ratifiée par la Suisse en 2014. Donc, à ce moment-là, on va vraiment dans ce sens de l'accessibilité du site Internet. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais comme je vous le disais, cette phrase-là, ce point-là, il faut bien le retenir. Il ne sert de rien d'avoir des collections accessibles, des locaux même accessibles et tout ce que vous voulez d'accessible au sein de la bibliothèque, des médiations culturelles, etc., si l'information ne parvient pas au public. Et donc là, il faut vraiment penser ça dans sa globalité. On va voir déjà avec les questions de site Internet. On pourrait là aussi faire une matinée complète sur la question. Moi, ce qui m'intéresse que vous reteniez, si vous êtes en lien avec vos webmasters, avec vos graphistes et designers, etc., c'est que votre site Internet doit absolument être conforme aux normes du WCAG, qui est la norme actuellement internationale qui régit l'accessibilité web. On en a en Suisse aussi, je vous la donne pas, je vous transmettrai évidemment à la fin de la conférence l'ensemble des informations, des normes, etc. qui peuvent vous être utiles. Mais à l'heure actuelle, celle qu'il faut que vous reteniez, parce que même la Suisse est basée sur celle-ci, c'est vraiment cette fameuse norme WCAG dont nous sommes actuellement à la version 2.1 et dont la prochaine version est actuellement en cours de finalisation. Elle régit vraiment toutes les questions liées à l'optimisation de la navigation au clavier, parce qu'il faut savoir que quand on est déficient visuel, on navigue très peu à la souris, surtout si on est aveugle, et on travaille essentiellement avec des raccourcis clavier. Si votre site est
pas optimisé pour la navigation au clavier, on aura beaucoup de peine à accéder à l'information. De même que si l'information est mal structurée, que vous avez utilisé par exemple des titres 3 en titre 1 pour le haut de la page, par exemple, ça va être compliqué. Je vais vous donner un ou deux exemples, hein, ne vous inquiétez pas. Pareil, il nous faut des textes alternatifs pour les images. La question des contrastes est extrêmement importante. Il faut absolument que vous pensiez en termes de contraste élevé. Là, évidemment, c'est régi aussi par les normes. Plus on s'approche d'un contraste de 10 sur 10, et mieux c'est. On a des outils en ligne qui permettent de tester ces contrastes en question pour être sûr que vos couleurs conviennent. Donc ça, c'est vraiment le travail des graphistes et des designers à faire en amont, mais à réfléchir. Évitez de mettre, par exemple, des motifs en fond de texte sur votre page Internet. Si vous avez des motifs, faites en sorte qu'ils ne couvrent pas le texte en arrière-plan. Et évidemment, il y a une question qui est extrêmement importante, c'est que si vous avez tous et toutes aujourd'hui un site Internet, mettez vos informations de contact de manière accessible, que ce soit via un formulaire, via simplement l'information textuelle, mentionnez votre adresse en toutes lettres, mentionnez idéalement les arrêts de transport en commun qui sont les plus proches et la manière dont on accède à votre établissement depuis l'arrêt des transports en commun en question, et ça c'est très important. Souvent, par facilité, on a tendance à mettre en place des Google Maps interactives. C'est super, c'est sympa, mais ce n'est pas toujours très praticable quand on utilise une synthèse vocale. Donc, pensez potentiellement à mettre ces informations de manière textuelle en plus d'ajouter un plan Google Maps qui est utile à l'ensemble de la population, on s'entend. Je ne crache pas sur Google. Enfin, pour d'autres choses peut-être. Et du coup, un point qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à ne mentionner sur les sites Internet souvent que l'adresse email ou à pouvoir contacter les établissements par un formulaire de contact uniquement. Pensez à mettre un numéro de téléphone. Et un numéro de téléphone qui non seulement conduit au prêt, mais conduit aussi à l'accueil. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont, par exemple, à mobilité réduite ou en situation de déficience visuelle, etc., auront potentiellement besoin d'un accueil adapté et auront du coup besoin de pouvoir contacter le personnel d'accueil. Donc ça, c'est extrêmement important. On en arrive au site Internet. Je vous ai pris un exemple que je trouve plutôt bon en matière d'architecture de l'information et surtout d'accessibilité, c'est le catalogue de la BSR, en l'occurrence, qui est une des bibliothèques spécialisées de Suisse romande en matière de livres audio. Donc, une chose qui est intéressante, c'est que vous avez directement accès, et c'est le cas pour un certain nombre de vos bibliothèques également, à la recherche de livres en ligne depuis la page d'accueil. D'une part, en recherchant dans le champ de formulaire qui est situé en haut et qui est relativement bien contrasté. Et d'une part, accès au catalogue directement en première ligne sur le menu. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Je vous mets cette page aussi parce qu'il y a plusieurs façons pour nous de naviguer sur un site Internet tel que celui de la BSR ou n'importe quel autre. Hein. Une des premières façons, c'est de naviguer à ce qu'on appelle par titre. Donc, du coup, nos synthèses vocales nous permettent d'afficher en fait l'ensemble des titres de la page. Et ici, typiquement, attendez voir, parce qu'en fait, je ne vois pas bien mon écran. Non, pardon, excusez-moi. Par titre aussi, mais par lien. Donc, par lien, c'est une des façons qu'on a de naviguer dessus. Et du coup, la synthèse vocale va nous lister tous les liens de la page. Et là, vous pouvez constater, il y a un certain nombre d'informations qui sont en lien. Elles sont extrêmement bien dénommées puisqu'on accède au plan du site, aux actualités, etc. On n'a pas de problématique de ce côté-là. En revanche, on a des problématiques qui sont un peu plus intéressantes du côté des titres. Donc, la preuve que nous aussi, dans le domaine, on n'est pas toujours 100% parfait, c'est que là, on peut constater typiquement qu'on a tout à coup des titres 1 qui sont placés au milieu de la page, par exemple. Oh, pardon, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire. Donc ça, c'est tout à fait problématique. Enfin, en termes de logique de l'information, ça devrait être construit de manière différente, puisqu'un titre 1, normalement, c'est le titre principal de la page, et ensuite, on devrait avoir dans la descente des titres quelque chose qui est plutôt de l'ordre titre 1,
des titres 2, ensuite des titres 3 si on a des sous-sections, de nouveau des titres 2, etc. Et là, dans les faits, on n'a pas toujours ça. Donc, clairement, c'est vraiment des choses qui sont importantes à développer parce que nous, en faisant une descente des titres, en affichant l'ensemble des titres d'une page, on va avoir de cette façon-là finalement une conceptualisation de la manière dont la page est construite. Et on a encore une autre façon qui est assez fréquente de naviguer au niveau des pages. Il y en a plein d'autres, hein, mais je ne vais pas vous donner les détails de l'ensemble. C'était une façon de naviguer par formulaire. Et ça, c'est notamment important, on le verra plus tard, dans tout ce qui concerne la navigation dans les opaques. Donc, les formulaires, c'est important qu'ils soient extrêmement bien développés. Mais là, je vous donne un petit exemple. C'est juste que pour que vous ayez une idée déjà de comment ça se présente pour nous, en sachant que pour une personne aveugle, ça, c'est pas affiché à l'écran. Moi, je l'affiche parce que je vois encore, mais en l'occurrence, quelqu'un qui navigue uniquement à la voix, là, évidemment, la fenêtre va s'ouvrir, mais l'écran sera noir. Je tenais à vous montrer un bon exemple, c'était en matière de descente des titres et notamment de contraste et de bonnes utilisations, c'est celui de la bibliothèque de Carouge à Genève, qui est en l'occurrence ma commune de résidence. Et effectivement, là, vous pouvez voir qu'au niveau de la descente des titres, il y a une logique qui est beaucoup plus sensée que celle à première vue qu'on pouvait avoir dans la page de la BSR tout à l'heure, qui fonctionne du reste par ailleurs très bien sur d'autres aspects, mais au niveau des titres qui pourraient tout à fait être un tout petit peu améliorés. Ah oui, j'allais dire, si vous avez des questions, intervenez, n'hésitez pas, mais vous pouvez intervenir dans le chat, on y reviendra volontiers tout à l'heure. Pareil, je tenais à vous montrer aussi le champ de recherche qui, lui aussi, permet d'accéder au catalogue directement depuis la page d'accueil. C'est très accessible au clavier aussi, d'ailleurs. Et surtout, il est bien contrasté par rapport au fond qui est très coloré avec des motifs. On constate qu'ils ont bien fait les choses puisque les motifs, à chaque fois, ne viennent absolument pas interférer avec la lecture. Et ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. On parlait de communication. Donc, le site web, ce n'est pas tout. La communication pour les bibliothèques, elle passe aussi par tout ce qui est communication d'affiches, communication sur des flyers, communication de fascicules. Et là, je vous donne des merveilleux exemples. La bibliothèque de Genève s'illustre assez régulièrement par des affiches qui sont très, très peu accessibles. Et c'est fort dommage parce que ces expositions sont souvent extrêmement intéressantes. Mais là, typiquement, alors, on a des bonnes idées, hein, parce que typiquement, la partie inférieure droite de l'affiche, donc qui représente une femme dans une manifestation, mentionne en noir sur jaune, ce qui est un très bon contraste, l'exposition avec entrée libre du 13 septembre au 13 novembre 2021. Par contre, le titre, qui est en italique, qui est en majuscule, avec justement un fond qui n'est pas opacifié, est très, très problématique pour la lecture. Comme l'est d'ailleurs le sous-titre Femmes politiques genevoises 1960-2002. Donc là, puis on ne parle même pas du logo de la bibliothèque en haut à gauche, Bibliothèque de Genève, qui en noir sur fond gris se lit à moitié, même je pense pour des personnes qui voient correctement. Donc là, il y a vraiment quelque chose à retravailler en matière de typo. Évidemment, je ne vais pas vous donner un cours sur les bonnes pratiques typographiques complets ici et maintenant, mais il faut savoir qu'il y a vraiment des règles à respecter en matière d'accessibilité typographique et qu'à ce niveau-là, et c'est très important notamment de veiller au contraste, de veiller justement à l'opacification du fond quand vous avez du texte, à utiliser des polices, on verra, adaptées. J'en parlerai tout à l'heure, je ne m'attarde pas dessus, mais je m'intéresse maintenant à la fiche de droite, sur laquelle vous pouvez voir, pour les personnes éventuellement qui ne voient pas correctement parmi les participantes et participants d'aujourd'hui, des espèces d'ondes de forme triangulaire, deux ascendantes et celle du milieu qui va vers le bas de l'affiche, qui sont dégradées de couleurs allant du rose-orange vers le vert.
Et cette affiche, au niveau des contrastes des couleurs de l'image à proprement parler, ça fonctionne bien. Par contre, au niveau de la disposition du texte en bas de l'affiche, petit 1, c'est petit. Et petit 2, le fait que ce soit encolonné, avec des textes qui ne soient pas alignés, qui ne suivent pas des lignes de manière spécifique. Je pense notamment à la colonne du milieu avec cosmogonie et les substances qui ne sont pas alignées, va être problématique à lire pour une personne qui ne voit pas correctement. Et je pense notamment à une personne, par exemple, qui n'a pas la vision centrale. De nouveau, je pourrais rentrer largement dans les détails avec vous à ce niveau-là, mais enfin voilà, savoir que c'est des questions auxquelles il faut absolument être attentif, des points sur lesquels il faut vraiment porter son attention avant de développer une campagne d'affichage ou des fascicules, des flyers, etc. On m'a demandé si j'allais aborder la question du cadre bâti accessible pendant le webinaire d'aujourd'hui. Oui, très brièvement. Alors, il faut savoir que là aussi, on pourrait y passer une matinée entière. Ce qui est important de retenir pour vous, je vous donnerai des références en annexe, c'est que la norme, disons, principale en Suisse qui régit les problématiques d'accessibilité, notamment du cadre bâti, c'est la norme qui s'appelle la norme SIA 500, qui est développée par la Société des ingénieurs et architectes. Il y en a évidemment d'autres, puisque la SIA 500 ne régit pas tout et qu'elle fait souvent référence justement aux normes annexes. Je pense notamment à une autre norme qui est la norme SN 640-075, dont je vous donnerai les références également. Mais si vous retenez la norme SIA 500, c'est vraiment le principal. C'est une norme qui régit les problématiques d'accessibilité pour tout ce qui est, et pas uniquement d'efficience visuelle, hein, pour l'accessibilité de manière générale, pour les accès en termes de rampes d'accès, de revêtement de sol, de luminosité et de système d'éclairage, de système de guidage au sol, votre vitre, et que vous indiquez que du coup il y a un obstacle vitré, faites en sorte que si vous écrivez quelque chose sur la partie rack, que ce soit contrasté avec le fond, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose au final. Les escaliers, là en l'occurrence, on a voulu bien faire, on a un marquage, mais le marquage est blanc sur blanc. Donc là, en l'occurrence, en matière d'accessibilité, le marquage, il est absolument indétectable visuellement. Alors là, je suis gentille, j'ai pris l'escalier en hauteur, enfin en contre-plongée. Mais si une personne déficiente visuelle accède à cet escalier par le haut, eh ben, vous avez de fortes chances que cette personne, si elle n'est pas munie de canne blanche, et il y en a beaucoup plus qu'on ne croit qui ne sont pas munis de canne blanche et qui voient mal, ben, elle risque fortement soit de louper une marche, soit de carrément tomber dans l'escalier, au mieux de s'encoubler. Donc c'est très problématique. De même, il faudrait normalement posséder une main courante de chaque côté de l'escalier et une main courante de forme circulaire. Donc là, c'est bon, on a quand même une main courante de forme circulaire. Pareil pour les questions d'accessibilité, on a à la bibliothèque de la Cité à Genève la chance d'avoir un ascenseur qui est relativement spacieux et qui est bien adapté pour l'accueil des personnes en chaise roulante. Par contre, quand on arrive dans le bâtiment, en fait, l'ascenseur, on ne le repère pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique de signalétique et qu'en fait, il est légèrement dans un renfoncement. Donc, selon où on se trouve, on ne voit pas qu'il y a un ascenseur. Si on est loin, et puis comme le mur est noir et l'ascenseur est noir également, on a vraiment, alors ça ne se voit pas forcément bien sur la photo, mais moi, je peux vous assurer qu'en tant qu'utilisatrice, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Alors qu'en plus, sur le mur en hauteur de l'ascenseur, on aurait tout à fait l'espacement nécessaire pour indiquer, par exemple, en grandes lettres, ascenseur, histoire que le public puisse se repérer correctement. Parce que l'ascenseur, ce qui est intéressant dans cette bibliothèque, comme dans pas mal d'endroits où on a rendu les ascenseurs accessibles, on a des boutons qui sont à hauteur de main, ce qui est extrêmement pratique pour les personnes en chaise roulante. Et là, les boutons sont extrêmement bien faits, soit dit en passant, ils sont de bonne taille, ils permettent une bonne préhension, etc. En revanche, dans cet ascenseur, on a un énorme problème d'éclairage. L'ambiance y est extrêmement sombre. De nouveau, ça se voit malheureusement pas très bien sur la photo, mais le fait est que les boutons ne sont pas extrêmement bien éclairés en fait, et comme ils ne sont pas rétroéclairés, mais seulement en relief, une personne qui est déficiente visuelle et qui n'a pas forcément l'habitude du tactile, elle ne va pas forcément réussir à détecter correctement le bouton d'étage. Par exemple, moi, je suis montée en même temps que quelqu'un,
je peux vous dire, j'étais contente que la personne me demande à quel étage j'allais parce que sinon j'aurais dû coller mon nez sur les boutons. Puis comme ils sont effectivement assez bas pour être praticables par tout le monde, en l'occurrence, moi, j'aurais été dans une situation relativement de handicap à ce moment-là. Et enfin, une autre problématique d'accessibilité, c'est aussi les questions d'éclairage quand vous avez des panneaux indicateurs notamment. Là, on a quelque chose d'assez intéressant puisqu'en fait ce panneau, il est vraiment positionné à la, parallèlement en fait à l'ouverture de la salle, ce qui fait que de nouveau il est, là, en l'occurrence, il a une problématique, il est légèrement éclairé. Heureusement, il est relativement mat et ça, c'est très important. Si vous avez des panneaux d'affichage, faites en sorte d'utiliser des, revêtements qui sont mat et non brillants pour ne pas que ce soit justement réfléchi avec les problématiques d'éclairage et faites en sorte qu'il soit visible depuis le plus grand angle possible. Parce que là, en l'occurrence, si on ne sort pas de l'ascenseur, très honnêtement, on ne voit pas le panneau. Parce que depuis l'accueil, on ne le voit pas en fait. Depuis l'entrée de la bibliothèque, on ne voit pas ce panneau-là. Donc c'est assez intéressant. Puis bon, ce panneau pose problème à différents niveaux, notamment parce que les informations sont soulignées et ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Ça rend la lecture difficile, notamment pour les personnes qui voient mal, mais pas seulement. On a une question aussi qui est liée à celle de l'accueil accessible et ça, pour moi, c'est extrêmement important de le mentionner parce que, finalement, il y a une bonne partie des problématiques d'accessibilité, en tout cas, directes, je dirais, qui peuvent être tout à fait palliées par une bonne formation du personnel d'accueil et des bibliothécaires de façon générale. À savoir, on pense souvent que l'accessibilité, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, qu'il va falloir mettre en place des mesures spécifiques, refondre un site web, et cetera, installer des marquages, racheter des panneaux et autres. Mais finalement, si votre personnel d'accueil est bien formé et qui peut accueillir les personnes en situation de handicap, et ce, quel que soit le handicap, vous verrez que ça palliera à déjà une grande partie des problématiques d'accessibilité, pour autant que, évidemment, l'accès au bâtiment et à l'institution soit déjà réfléchi quand même. Parce que c'est vrai que vous pouvez avoir l'accueil le plus fantastique du monde. Si la personne en chaise roulante, elle ne peut pas rentrer dans votre bibliothèque parce que vous avez des escaliers, effectivement, ça va poser problème. Donc, l'importance vraiment de former le personnel à l'accueil des personnes en situation de handicap. Je ne veux pas m'étaler sur l'accueil puisque, finalement, moi, je n'accueille pas grand monde en bibliothèque, c'est pas mon travail. Mais, puis vous aurez en plus quelqu'un qui va en parler largement dans quelques temps. Mais, ce qui est important, c'est de pouvoir s'adapter aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire savoir guider potentiellement une personne déficiente visuelle, les bonnes pratiques de guidage, savoir se positionner correctement face à une personne qui est déficiente auditive pour qu'elle puisse lire correctement sur vos lèvres, par exemple. Et puis, la manière de s'adresser au public, ça, c'est vraiment le b.a.-ba parce que finalement, on a une vraie problématique souvent, quand on est en situation de handicap. Je compte pas le nombre de fois où quand je suis venue accompagner dans un lieu, par exemple, la personne à l'accueil ou peu importe, hein, dans une institution culturelle ou au restaurant, s'adresse à la personne qui m'accompagne plutôt que de s'adresser à moi. Je vous assure, c'est très pénible. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap, quel que soit le handicap, qu'on soit en chaise roulante, en canne blanche, et cetera, qu'on n'est pas une personne à part entière et en l'occurrence, généralement, le fait d'être, en chaise roulante, déficient auditif ou visuel, ça n'impacte pas notre capacité cognitive, hein, donc puis surtout en ce qui me concerne, j'ai encore mes oreilles, donc quand on s'adresse à la personne, à côté de moi pour lui dire: «Oui et la dame?» oui, et la dame elle entend en fait, elle n'est pas sourde. Mais enfin tout ça pour vous dire que c'est très important de vous former à accueillir correctement le public et les publics, quel que soit le public en fait. Et qu'on soit en situation de handicap ne nous rend pas différents des autres lecteurs et lectrices, si ce n'est qu'on aura potentiellement des besoins spécifiques
et qui ne sont pas forcément des besoins extraordinaires, mais peut-être que pour l'accueil, par exemple, on va avoir besoin que vous nous expliquiez où se trouvent les différentes salles pour pas qu'on ait besoin de chercher le panneau indicateur, où se trouve l'ascenseur, par exemple, que j'ai mis un petit temps à trouver, bon, je connaissais un peu l'établissement. Où se trouve le rayon spécifique à telle littérature, éventuellement qu'on nous y accompagne ou que la personne de l'accueil puisse nous diriger vers quelqu'un qui pourra nous y accompagner, etc., etc. Je ne rentre pas extrêmement dans les détails parce que ça me semble un point relativement sensé et plutôt de bon sens que je pense, qui je pense ne vous posera pas trop de difficultés. Mais enfin, toujours est-il que cette question de l'accueil, elle est vraiment fondamentale. Parce que si la personne, elle vous appelle, elle vous dit: «Bonjour, je suis en situation de déficience visuelle. Est-ce que si je viens, est-ce que je pourrais venir tel jour à telle heure?» Et que là, vous êtes formé, vous dites: «Bah oui, bah très bien. Qu'est-ce qui serait le plus pratique pour vous? Est-ce que vous avez besoin que je vous attende devant l'établissement à telle porte? Est-ce que vous voulez que je vous retrouve à tel endroit?» et cetera. Enfin, poser les modalités et surtout, une chose qui est extrêmement importante, demander toujours à la personne son avis et ce dont elle a besoin, elle. Ne faites pas de devinettes parce que les besoins dépendent forcément de la personne que vous avez au téléphone ou par email. Et les besoins peuvent être extrêmement divers. Enfin, il y a autant de besoins que de personnes, et ce, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Après, il y a une question qui est extrêmement importante en bibliothèque, c'est la question de la signalétique. Évidemment, forcément, si on est dans une bibliothèque et qu'on voit mal, alors bon, si on est aveugle, c'est encore une problématique différente. Il y a des possibilités d'adapter ça, notamment, je pense, avec des plans audio et tactiles. Il y a un prestataire qui fait ça très bien, dont je pourrais vous donner les références, qui s'appelle Virtuose. Mais là, je vais surtout m'intéresser à la question de la signalétique visible, parce que là, quand même, il y a de quoi faire. Et je vous ai donné de nouveau quelques exemples. Ce n'est pas pour taper sur la bibliothèque de la Cité, que j'aime beaucoup, hein, mais effectivement, j'ai quand même été confrontée à des sacrées problématiques de signalétique dans l'établissement. Donc là, je suis au premier étage, en l'occurrence, et je cherchais le rayon des livres en gros caractères. Et en l'occurrence, vous voyez, la signalétique, petit 1, est au plafond, suspendue, donc on a des effets de contre-jour parce qu'on a les plaques d'éclairage, enfin pas les plaques, pardon, mais les éclairages qui se trouvent juste derrière les panneaux, donc qui vont en effet vraiment de halo sur le panneau signalétique, qui de surcroît est écrit extrêmement petit, parce que là, je peux vous assurer, enfin, je me suis approchée pour prendre la photo, mais si vous êtes à l'entrée de l'espace depuis l'accueil, honnêtement, il faut avoir de bons yeux parce que même une personne âgée, je suis même pas sûre qu'elle arrive à lire les panneaux. Euh, Idem pour finalement les panneaux littérature francophone que moi j'ai réussi à lire correctement sur la photo parce que j'étais sur place et je ne voyais pas. Et pourtant le contraste n'est pas forcément mauvais puisque c'est du jaune sur blanc, mais l'écriture est tellement fine et surtout c'est écrit en capital aussi, donc ça n'aide pas la lecture, que finalement moi sincèrement je ne voyais pas. Et c'est quand même un problème en bibliothèque si on ne trouve pas l'accès aux livres directement dans les rayonnages. Là, en troisième photo, vous avez le panneau de l'espace des grands caractères. Et là, on voit clairement la problématique de contre-jour qui est posée justement par l'éclairage qui se trouve juste en arrière-plan du panneau. Et donc, c'est en haut, c'est tout petit. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire parce que franchement, la signalétique est très problématique. Ces questions de signalétique sont notamment abordées dans la norme SIA 500. Mais ce qui est important et intéressant pour les bibliothèques, je pense, de prime abord, c'est la question de la taille des caractères par rapport à la distance à laquelle on se trouve. Si vous voulez, la règle universelle à ce niveau-là, que je vais d'ailleurs vous afficher, c'est le fait que vos caractères doivent avoir minimum 3% de la taille par rapport à la distance à laquelle vous estimez qu'il souhaite être lu. En clair, si votre texte doit être lu à 1 mètre, il faut que vos caractères sur le support aient au moins une taille de 3 centimètres à 1 mètre. À 2 mètres, il faut qu'ils en aient 6. À 3 mètres, 9, etc., etc. Je ne vous fais pas un dessin. Je suis désolée, le dessin est un peu bancal. C'est pas moi c'est pas moi, c'est mon scanner qui a fait un truc un peu bizarre. Mais
Mais du coup, le principe reste le même. Et puis la personne marche droit. Donc voilà, cette question-là, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête absolument quand vous mettez en place votre signalétique. Et puis surtout, s'il vous plaît, faites quelque chose de contrasté parce que là, vraiment, sincèrement, ces grands caractères, enfin moi, j'avoue, je rigole, hein, si on n'est pas accompagné, on ne le trouve pas le rayon. Oups. Donc, donc vraiment, pensez de nouveau au contraste, taille des caractères, police aussi, ça je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est toujours les mêmes points, mais finalement, c'est des points qui comptent parce que c'est absolument indispensable. Et puis également, vous avez la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre en place potentiellement des plans, soit à l'entrée de l'établissement, ça existe dans un certain nombre de bibliothèques, notamment en Allemagne, des plans qui sont à la fois tactiles et braille. Aujourd'hui, on en fait des tactiles, braille et même audio. Je pense à des entreprises comme Virtuos, par exemple, qui mettent ça en place et qui ont même la possibilité d'avoir des plans qui se posent sur des tablettes et qui sont transportables par la personne déficiente visuelle d'un étage à l'autre, par exemple, où on peut changer le plan en fonction de l'étage et la personne peut se déplacer en toute autonomie. Vous avez aussi des technologies type fonctionnel par QR code, type NaviLens, qui est un espèce de QR code amélioré qui peut être scanné sans avoir à être collé sur le téléphone, sur le QR code et puis qui repère ça à presque, je crois, se faire 15 mètres de distance. C'est émergent en Suisse, mais c'est déjà tout à fait fonctionnel, notamment en Espagne. Enfin, il y a énormément de possibilités finalement d'orientation dans l'espace qui peuvent être utilisées et parfois vraiment à moindre frais. Bon, ça, si ça vous intéresse, je reste volontiers en contact avec vous après la conférence. Et évidemment, il y a la question non seulement de la signalétique et de l'accessibilité de l'espace global, mais il y a aussi la question de l'accessibilité en salle de lecture et dans la bibliothèque à proprement parler, une fois qu'on a envie de se poser pour consulter un livre. Je vais revenir sur la question de l'accessibilité des opaques, ne vous inquiétez pas. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà un certain nombre de choses et c'est surtout la question du matériel qu'on peut mettre à disposition en bibliothèque. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il faut savoir que beaucoup de personnes déficientes visuelles, quand elles entrent dans la basse vision, utilisent des agrandisseurs d'écran, vocalisés ou non. Ça peut coûter cher. Je vous donnerai des ordres de prix. Il y a aussi des alternatives qui sont très intéressantes, qui sont des loupes manuelles ou électroniques, avec possibilité d'éclairage. Et ça, il y a moyen d'en acquérir genre les plus simples, qui sont juste avec un petit éclairage et manuel, elles coûtent moins de 100 francs. Vous avez les appareils de lecture DESI, je vais vous en parler, les liseuses que vous connaissez forcément. Et puis, un point qui me semble extrêmement important, c'est la question de l'éclairage adapté et adaptable. Je vous en dirai quelques mots parce que je ne vais pas vous faire la publicité de toutes les lampes qui existent en la matière, mais il y a un certain nombre de choix. Un certain choix, pardon. Donc, au niveau du matériel que vous pouvez potentiellement acquérir en salle de lecture, les photos que vous avez en haut sur la première ligne, donc de gauche à droite, je vous ai fait un petit aperçu de ce que j'utilise moi-même en l'occurrence et au travail et à la maison et ce que j'adorerais pouvoir trouver en bibliothèque publique parce que ça me changerait la vie. Ça s'appelle un agrandisseur d'écran. Et en fait, un agrandisseur je vais y arriver, un téléagrandisseur ou un agrandisseur, ouais, effectivement, un agrandisseur de texte. Et en fait, ces appareils, c'est très simple. Ils fonctionnent avec un plateau, ce que vous pouvez très bien voir sur l'image du milieu en haut, sur lequel vous posez votre ouvrage, que ce soit une BD, un roman ou autre essai. Et donc au-dessus de ce plateau, vous avez une caméra qui filme en fait le contenu du livre ou du document que vous posez sur le plateau. Il y a des gens qui utilisent ça aussi pour faire de l'écrit, enfin pour écrire ou même pour faire de la couture, hein. Donc ça a un usage variable, mais essentiellement pour lire, c'est très pratique. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, vous avez ensuite la retransmission du texte sur l'écran que vous pouvez zoomer plus ou moins fortement. Alors là, je vais zoomer beaucoup pour que vous ayez une bonne idée de ce à quoi ça peut ressembler. En l'occurrence, pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, pour moi, c'est la seule manière qu'il me reste de lire mes BD. Donc là, vous avez un petit extrait du premier tome des Vieux Fourneaux, si vous êtes curieux de la question. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez non seulement la possibilité de zoomer
plus ou moins fortement. Le zoom minimum vous le met à taille normale, hein, mais ça vous permet au moins de maintenir une position de lecture confortable. Et vous avez également la possibilité de changer le contraste, ce que vous pouvez voir sur l'image de gauche. Je vous ai mis un contraste en couleur inversée. Moi, c'est évidemment pas ce que j'utilise pour la BD, mais quoi qu'on pourrait, hein, mais ça ôte quand même un peu des détails. Mais c'est surtout intéressant pour lire des documents, par exemple papier, textuel, lire un roman par exemple. Les personnes qui fatiguent beaucoup avec un fond blanc peuvent tout à fait, au lieu de lire un roman avec un fond en couleur inversée par exemple, ou consulter n'importe quel autre type de documentation. Évidemment, il y a tout un tas d'autres types de contrastes que vous pouvez régler sur ce type d'appareil. Vous pouvez mettre du rouge sur noir, du jaune sur noir, du noir sur jaune, enfin, etc., etc. Je ne vous fais pas la liste. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur les modèles récents, vous pouvez aussi vocaliser le… Alors, ça ne marche pas pour les BD, hein, je vous le dis tout de suite, mais pour ce qui est des textes imprimés façon roman et autres textes suivis, vous pouvez faire en sorte que l'appareil fasse de la reconnaissance OCR et ensuite il vous fait la lecture du texte, ce qui est super pratique aussi pour les personnes qui sont très très en basse vision et potentiellement pour les personnes aveugles. Donc ça, c'est des appareils qui sont relativement volumineux, qui pèsent lourd, hein, qui peuvent aller jusqu'à, je dirais quoi, 3 kg, 4 kg comme ça, dans les plus lourds, hein, mais il y en a des transportables aussi, certaines personnes en ont qui peuvent être transportées, c'est une alternative. C'est des appareils qui coûtent aussi relativement cher, la plupart du temps, ils sont genre autour des 5 000 francs quand même, donc ça a un coût. En Suisse, en tout cas pour les personnes déficientes visuelles, ils sont généralement financés, en tout cas partiellement, si ce n'est complètement, par l'assurance invalidité, quand on a la chance de pouvoir se les faire financer du moins. Et autrement, vous avez des alternatives qui sont quand même un peu moins onéreuses, qui sont les loupes électroniques de petit format. Alors, autant les autres images sont dues au son de moi, autant celle du bas. Alors, celle du bas, je ne vous cache pas, je l'ai prise sur Internet parce que je n'ai pas le modèle de la loupe en question. Mais vous pouvez, voilà, en fait, le concept est exactement le même, sauf que c'est une loupe à main que vous pouvez poser sur le texte. Et là, au lieu de déplacer le plateau, contrairement à l'appareil du haut, vous déplacez la loupe sur le texte. Et vous pouvez aussi également changer le contraste, avoir un curseur qui suit le texte, etc. C'est très pratique, y compris pour les personnes âgées, hein, parce que franchement, quand les personnes connaissent ça, franchement, ça change la vie souvent, même quand on est presbyte, par exemple. Et du coup, ça a l'intérêt d'être un tout petit peu, enfin relativement moins cher quand même et disons un peu plus maniable aussi qu'un appareil avec plateau comme celui qui est présenté en haut. Et puis ensuite, vous avez des appareils de lecture de CD audio DAISY que je vous présente très rapidement. En bas à gauche, vous avez celui qui est assez connu dans le milieu de la déficience visuelle, qui est le Victor Reader. Et vous voyez, ça se présente donc sous la forme d'un appareil transportable qui fait à peu près 25 cm je dirais 25 sur 20 cm, dans lequel on peut insérer un CD audio ou une carte SD, ça marche aussi, qui est muni de gros boutons de commande et ça permet de lire des CD au format DAISY, c'est-à-dire des CD qui sont conçus pour une navigation facilitée pour les personnes déficientes visuelles et qui ont notamment comme caractéristique, je reviendrai dessus plus tard, de pouvoir revenir exactement à l'endroit où on l'a arrêté, même quand on sort le CD de l'appareil, ce qui est extrêmement pratique. Et sur la photo du milieu en bas, vous avez le même type d'appareil, mais cette fois sous sa forme restreinte, qui est le Victor Stream. Pareil, ça se présente comme une petite télécommande que vous pouvez prendre en main. Et contrairement à l'appareil de gauche, c'est un appareil dans lequel vous pouvez mettre des livres au format DAISY, mais sur carte SD. Et donc ça, c'est aussi des petits appareils qui sont nettement moins onéreux que les appareils sur plateau, qui ne sont pas faits pour le même usage en l'occurrence, mais qui peuvent être tout à fait acquérables par les bibliothèques publiques. Pour un Victor Stream, un Victor tout court, les grands, il me semble de mémoire, qui sont autour des 500 francs. Donc, c'est des appareils qui ont certains coûts, mais qui sont nettement moins onéreux que les premiers.
Donc voilà pour ce qui est du matériel. Et puis évidemment, avant de passer aux emprunts, je voulais aussi vous parler des lampes. Alors ça, je ne vous ai pas fait une slide spécifique dessus, mais ce qui est assez intéressant et ce qui peut être acquérable aussi relativement à moindre coût pour les bibliothèques publiques, c'est des lampes de table. Quand on est en salle de lecture, par exemple, je pense notamment aux salles de lecture pour avoir fait mes études en lettres de la BGE, souvent on a un éclairage qui est extrêmement jaune, qui n'est pas très pratique, qu'on ne peut pas orienter, par exemple. Et ça, c'est des problématiques qui sont extrêmement récurrentes pour les personnes qui voient mal. C'est le fait que souvent, on a besoin soit de lumière qui est extrêmement spécifique, orientée d'une certaine façon, d'une certaine température ou d'une certaine intensité. Et là, vous avez beaucoup de possibilités, notamment aujourd'hui en commerce, de lampes qui sont des lampes LED, généralement, et dont on peut adapter à la fois l'intensité de l'éclairage, donc du plus faible au plus fort, et la température de la lampe, donc à savoir si c'est des tons plutôt chauds ou des tons plutôt froids. Énormément de lampes de table le font aujourd'hui, les lampes de bureau, etc. Ben ça, c'est extrêmement intéressant pour les bibliothèques, d'en avoir, soit de faire en sorte que les éclairages fixes soient de ce type-là pour qu'ils puissent être facilement modulés par les lecteurs en fonction de leurs besoins, soit éventuellement d'en avoir un ou deux modèles en stock qui puissent être potentiellement proposés aux personnes qui en auraient le besoin. Enfin, idéalement, je pense que ce serait vraiment top si ça pouvait être installé de manière assez systématique. Parce que c'est vrai que d'avoir les éclairages uniquement au plafond, par exemple, et qui s'orientent vers la table de lecture, souvent, ce n'est pas un éclairage suffisant ou pas assez confortable pour une personne qui est déficiente visuelle. Ensuite, donc, les emprunts et prêts accessibles. Voilà, on a plusieurs problématiques. Évidemment, on a la problématique de l'OPAC. Oui, c'est bien facile d'avoir des livres accessibles, mais encore faut-il pouvoir y accéder. Et là, pour le coup, si votre OPAC n'est pas correctement accessible, que ce soit généralement en ligne, oui, aujourd'hui quand même, si votre pack n'est pas accessible, on ne va pas pouvoir commander ou réserver un livre facilement. Et là, on a quelque chose qui est assez intéressant. On peut faire ça sur beaucoup de packs parce qu'il y en a énormément qui sont peu accessibles. Je pense aujourd'hui à NetBiblio 4 que j'ai eu l'occasion de tester un petit peu. Alors, c'est très joli, mais ça ne marche pas très bien avec la synthèse vocale, du peu que j'en ai testé. Et là, on a typiquement une problématique qui se voit pas du tout visuellement, parce que visuellement, votre formulaire a l'air vraiment nickel. Mais quand on navigue au clavier, alors la plupart des champs, vous le voyez sur la fenêtre de droite qui sont affichés, fonctionnent bien. Je peux naviguer en champ formulaire, mais tout à coup, j'ai régulièrement des boutons non étiquetés. Qu'est-ce que c'est que ces boutons non étiquetés? Alors, excusez-moi pour le petit bug de la slide en question. Donc, sur la slide de droite, que du coup, vous avez, mais en totalement décalé, donc vous n'avez pas mon petit entourage. Ce qui se passe, c'est que vous avez le bouton qui vient juste après le partout, qui est marqué bouton non étiqueté. En fait, ce bouton non étiqueté, c'est la flèche de sélection qui vous permet de choisir normalement où vous voulez chercher, si vous voulez chercher par auteur, par titre, etc. Mais du coup, moi, si je navigue uniquement à l'audio sans la vue, comme le bouton n'est pas étiqueté correctement, je ne sais pas à quoi ça correspond. Pareil pour tous les autres boutons non étiquetés, à chaque fois systématiquement, ça réfère à la petite flèche qui permet normalement de faire la sélection. Et on a normalement le type de document, lui, c'est encore pire parce que finalement, il n'a pas été réintitulé. Et puis, c'est l'entrée dans la fenêtre de formulaire que vous avez à droite qui correspond à search, etc., etc. Donc, en gros, ça, c'est vraiment une problématique qui est liée au fait qu'il faut vraiment étiqueter correctement chacun des champs du formulaire quand vous développez quelque chose avec vos j'allais dire vos designers, oui, mais là, c'est plutôt vos webmasters en l'occurrence. Donc, attention vraiment à ce qu'il y a derrière en background, j'ai envie de dire, de votre site Internet. Oui, parfois, c'est très beau visuellement, mais il faut absolument que ça fonctionne au clavier. Et là, ce n'est pas tout à fait 100% le cas. Même si après, on arrive à faire la recherche quand même, on se débrouille. Mais il faut vraiment être attentif à ces questions-là. Et puis, évidemment, là, je ne vous ai pas mis de photos, mais il y a la question, et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on fait de plus en plus appel aux automates de prêt et de retour. C'est très important que ces bornes soient accessibles aussi.
faites en sorte qu'il y ait des bons contrastes, que les textes qui sont affichés pour les différents processus, par exemple, restent bien affichés minimum 15 secondes à l'écran pour que la personne elle ait le temps de lire. Ça, c'est pour tout le monde, hein. C'est dans les normes d'accessibilité numérique WCAG, donc je vous mettrai tout ça. Faites en sorte éventuellement, idéalement plutôt, de faire en sorte que ces bornes aient un écran qui puisse s'afficher en dark mode, ce qui n'est pas le cas de ce que j'ai pu voir. Et puis aujourd'hui, on a quand même un souci, c'est que la plupart de ces bornes sont tactiles. Donc, en gros, si elles ne sont pas vocalisées ou si elles n'ont pas la possibilité de mettre une prise jack en écouteur, elles ne sont pas accessibles pour une personne qui ne voit pas. Elles sont potentiellement accessibles pour une personne déficiente visuelle, mais pas pour une personne, pour une personne malvoyante, mais pas pour une personne aveugle, par exemple. Et puis surtout, sur ces bornes, vous avez souvent une partie qui demande de scanner le livre pour remettre l'étiquette retour, pour scanner le retour, par exemple. Et souvent, cette partie de scan, elle est vraiment imbriquée dans la borne et elle ne se voit pas forcément au premier coup d'œil. Ce que vous pouvez mettre en place, par exemple, dans ces cas-là, c'est dommage que je n'ai pas une photo, c'est peut-être de contraster, je ne sais pas moi, en mettant un autocollant jaune autour de la partie scan ou en écrivant scan en gros au-dessus du scan pour que la personne, elle repère. Et ça peut être du repérage visuel, mais c'est bien aussi de coupler potentiellement avec du repérage tactile. Faites en sorte que le bord de la partie du scannage, par exemple, elle soit repérable à la main pour qu'une personne, elle puisse, si elle ne voit pas correctement, repérer en touchant la borne l'endroit où elle doit scanner le code, etc. etc. Bon, je pourrais parler longtemps de l'accessibilité des automates et autres matériels, mais ça, c'est vrai que c'est plus intéressant si c'est des choses qui vous intéressent et dont vous avez l'utilité. C'est presque plus intéressant finalement à un moment donné de faire aussi un audit sur place en fonction des besoins des différents types de bibliothèques, parce que c'est vrai que de manière générale, les besoins sont très, très différents en fonction du matériel aussi que vous utilisez. On en vient maintenant, oulala, je vais devoir aller vite, aux éditions accessibles. Donc, les éditions accessibles, il y en a évidemment plusieurs. Je vous parle déjà rapidement des éditions jeunesse phares. Peut-être que vous en connaissez certaines, peut-être pas. Généralement, en bibliothèque publique, j'ai jamais, en tout cas, j'ai très rarement vu de livres grand caractère braille dans les bibliothèques municipales, par exemple. Mais enfin, c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire. Et aujourd'hui, on a vraiment des possibilités qui sont extrêmement intéressantes. Parmi les grandes maisons d'édition qui font dans le braille ou le grand caractère ou les livres tactiles, dont vous avez d'ailleurs peut-être entendu parler. J'ai entendu dire qu'il y a eu une formation récemment avec sauf erreur, Daniel Valente, enfin en tout cas quelqu'un des doigts qui rêvent. Donc certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de ces livres et c'est fort bien. Donc, vous avez les livres de Benjamin Média, Les Doigts qui rêvent, Mes mains en or, qui existent depuis à peu près aussi longtemps que Les Doigts qui rêvent, un peu moins peut-être. Voir de près, qui aujourd'hui a une collection jeunesse, un catalogue jeunesse qui vient de sortir d'ailleurs tout récemment au mois de septembre et qui commence à s'illustrer notamment avec sa librairie des grands caractères à Paris. Et tout un tas d'autres qui sont un peu plus secondaires. Je pense notamment aux Aventures d'Alba, qui est une petite pieuvre tactile et dont les ouvrages sont et tactiles et braille, qui est édité chez 1000 pages, entre autres. Mais là, vous avez vraiment les 4 principales, disons, pour tout ce qui est enfant, jeunesse. Et voir de près, c'est plus jeunesse, mais un peu plus grand déjà, hein, je dirais, autour des gens qui savent déjà lire correctement. Un petit florilège pour que vous puissiez avoir un petit exemple de comment ça se présente. Donc là, déjà, c'est un exemple d'ouvrage de chez Benjamin Média. Alors oui, pardon, c'est pas très inclusif pour le coup en matière d'intitulé et d'histoire, mais je n'ai pas tellement eu le choix. C'est celui qu'on m'a prêté quand j'en ai demandé un à la BBR. Et du coup, ce qui est intéressant avec les livres de Benjamin Média, c'est que vous avez la version, entre guillemets, ordinaire standard, qui est d'ailleurs pas spécialement très adaptée en matière de caractère. Hein. Comme vous pouvez le voir sur la photo sur la double page que j'ai mise à droite, il n'y a pas un interlignage fou. Alors oui, certes, là, c'est bien contrasté, mais ce n'est pas le cas sur toutes les pages. Enfin, ça ressemble à un livre jeunesse tel qu'il pourrait être présenté pour n'importe quel enfant. Et le deuxième fascicule qui est toujours mis avec, c'est le fascicule braille. Donc, vous avez l'histoire, mais à la fois avec une page en braille à droite et le texte en noir et
un peu plus gros caractère quand même, sur la page de gauche. Ce qui permet, du reste, à n'importe quelle personne de pouvoir s'initier au braille, petit 1, et petit 2, de lire le livre noir en même temps que l'enfant potentiellement s'entraîne à lire le braille à côté, ou vice-versa. Ça peut aussi être un parent qui lit le braille avec son enfant, par exemple, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces ouvrages, vous avez aussi régulièrement, alors ça, Benjamin Média était vraiment un peu les précurseurs quand même dans l'édition jeunesse braille et entre guillemets grand caractère, des parties tactiles. Bah là, typiquement, c'est retrouver la maison de la mère misère où vous pouvez sur l'image en bas à gauche voir une petite maison avec une cheminée et puis évidemment en touchant l'enfant repère, cherche la maison au milieu du village jusqu'à qu'il tombe dessus. Et surtout, enfin, les éditions Benjamin Média ont également un CD audio qui accompagne l'ensemble. Donc, vous avez vraiment un cumul, j'ai envie de dire, de supports qui vous permet d'explorer le livre de différentes façons, tant à l'audio qu'à l'écrit, en caractère ordinaire, en grand caractère, même si les interlignages, tout ça, ne sont pas au top, et en braille. Donc, c'est une maison d'édition qui est vraiment intéressante à ce niveau-là. Après, plus élaboré et qu'on prête généralement beaucoup aujourd'hui, c'est les ouvrages des Doigts qui rêvent, donc qui est une maison d'édition française qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant et qui s'illustre notamment dans la qualité de ses livres tactiles. Donc, c'est des ouvrages qui sont tous faits à la main. Pour le coup, ils ont oui, pour le coup, c'est le cas de le dire, un certain coût aussi. Mais c'est des livres qui sont extrêmement intéressants parce que justement, vous avez la partie tactile et la partie grand caractère et braille. Et là, vous pouvez suivre typiquement le parcours du petit phoque en suivant la ligne qui est vraiment mise en relief et sur laquelle vous allez trouver à chaque fois tout au long des doubles pages des obstacles qui permettent à l'enfant d'appréhender quelque chose qui est penché, qu'est-ce que c'est qu'un tas, et on a à la fois des changements de forme, de texture. Dans certains des ouvrages, on a du bruit aussi, on peut faire bruisser des parties de la page, appuyer dessus. Enfin voilà, c'est vraiment des livres qui s'explorent avec les doigts autant que par la lecture et par le braille. Et, euh, et du coup, c'est des livres qui peuvent être extrêmement intéressants, surtout pour les plus jeunes et pour l'ensemble du public plus jeune, en fait, pas seulement pour les braillistes. Et on a également les éditions Mes mains en or. Alors là, je vous ai copié ma découverte de l'été parce que j'ai trouvé ça absolument génial. Il s'agit d'une des dernières créations de la maison d'édition qui est un herbier tactile en fait. Et alors là aussi, c'est des ouvrages qui sont faits exclusivement à la main. Et ça, c'est vraiment génial, mais alors, à mon sens, pour tous les enfants, parce que vous avez à la fois la découverte tactile de la feuille et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une réalisation qui est faite de manière très très fine. Donc pour les feuilles de conifères par exemple que vous avez en haut à gauche, quand vous touchez la feuille, vous avez vraiment l'impression que c'est des aiguilles de sapin. Bon, certes c'est du plastique, mais c'est vraiment extrêmement intéressant même pour un enfant qui découvre en fait les différents types de feuilles, qui s'intéresse un peu à la botanique, etc. Et même pour les adultes, hein, parce que personnellement, je me suis beaucoup amusée avec cet herbier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette maison d'édition, vous avez à la fois le grand caractère, qui respecte vraiment des normes typographiques qui sont bonnes, donc un bon interlettrage, un interlignage qui aide à la lecture, et le braille. Et souvent, vous avez, en plus du côté tactile, donc qui est sensiblement ressemblant avec celui des Doigts qui rêvent, vous avez aussi toutes les questions liées, là en l'occurrence dans l'herbier, à des étiquettes repositionnables. Typiquement, dans cet herbier, à la fin de l'ouvrage, vous avez un quiz où vous pouvez retirer en fait toutes les étiquettes braille, et puis l'enfant, en touchant les feuilles, va pouvoir ensuite repositionner l'étiquette qui correspond au nom de la feuille pour voir s'il a reconnu la feuille au toucher. Et je trouve qu'il y a tout un ensemble d'ouvrages du même type qui sont très pédagogiques et en même temps adaptés aussi bien aux enfants déficients visuels qu'au jeune public. Et
Enfin, pour les personnes que ça intéresse et qui voudraient avoir un florilège un peu plus exhaustif, je vous parle, peut-être que vous le connaissez déjà, je pense que vous le connaissez d'ailleurs, certains et certaines d'entre vous déjà, du projet Édition Jeunesse Accessible. D'ailleurs, Bibliomédia en fait partie à Lausanne. Et là, vous pouvez accéder aujourd'hui en ligne à ce projet qui recense, qui tente en tout cas aujourd'hui de recenser l'ensemble des éditions jeunesse accessibles et les lieux où on peut les acquérir, autant en bibliothèque qu'en librairie. Aujourd'hui, il y a essentiellement des adresses françaises. Mais j'ai bon espoir que les bibliothèques suisses figurent bientôt à ce répertoire. En tout cas, je me réjouis beaucoup qu'elles y soient. Elles répertorient vraiment les livres pour tous les publics empêchés, donc que ce soit des livres pour les 10, pour potentiellement des choses en LSF, en langage parlé complété, en braille, en grand caractère. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut en matière d'édition jeunesse accessible sur ce site. C'est un très bon complément si vous voulez vous tenir actualisé de ce qui existe. Enfin, collection adulte. Alors là, vous en avez plusieurs. Je ne vous ai pas toutes listées, mais vous avez les principales, donc voir de près, à vue d'œil, qui sont les plus récentes. Attention, j'ai écrit Libra, c'est pas comme ça que ça s'écrit, c'est Libra Diffusio. Ferian, Gablir, etc. Je ne vous les cite pas toutes, mais ça, là, vous avez les principales, du moins. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les grands caractères ne se valent pas. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des maisons d'édition grand caractère qui jouent sur le grand caractère depuis des années et dont je vais vous montrer tout de suite qu'en fait, le grand caractère, il est parfois un peu problématique en fait. Et que si vous mettez ça en grand caractère en bibliothèque, ça ne va pas forcément aider vos lecteurs. Là, pour vous donner le premier exemple, on a donc les éditions de la Loupe. Qu'est-ce qu'on constate déjà que la police qui est utilisée, c'est une police à empattement. Petit 1. Petit 2, on a un interlignage qui est franchement sensiblement similaire à tout ce qu'on pourrait retrouver dans n'importe quelle édition qui fait du grand format, parce qu'on n'a pas un interlignage gigantesque. Et puis, pour la transparence du papier, là, ça ne se voit pas particulièrement, mais c'est du papier qui n'est pas extrêmement épais non plus. Édition Ferian. Là, typiquement, on voit la problématique de la transparence du papier parce qu'on voit déjà sur la partie qui n'est pas rédigée sur la page de gauche que le texte se lit en transparence. Ce n'est pas un bon point. On a de nouveau une police avec un empattement. Certes, un interlignage, mais bon, là, ce n'est pas forcément le plus grand interlignage qui soit non plus. Et puis, c'est toujours ce problème de police. Ce n'est pas une bonne police, en fait, avec un texte en police 16, c'est bien. C'est déjà ce qu'on appelle du grand caractère. Faut savoir, on commence à parler de grand caractère généralement à partir de 16. Et puis après, plus vous augmentez, mieux c'est. J'ai envie de dire, par retour d'expérience, il semblerait que ce que les gens préfèrent le plus, ça reste quand même du 20 quand même. En tout cas, c'est là où les personnes âgées, typiquement, ont le plus de confort de lecture. À partir du 16, c'est déjà bien aidant. Mais là, on a du 16, mais c'est vrai que la police n'aide pas. Là, Libra Diffusio, typiquement, on est assez proche. Là, pour le coup, on a un interlignage qui est à vue d'œil un peu meilleur. Mais de nouveau, pareil, toujours des polices qui sont des polices à empattement, qui ne sont pas forcément facilitantes pour la lecture. Et puis, un papier qui a d'une transparence qui est relativement discutable parce que, pareil, ça peut interférer à la lecture, et que ce soit pour les personnes qui voient mal ou potentiellement pour les personnes 10 d'ailleurs aussi. Hein. Donc voilà. Et puis, édition Gablir, là, on se retrouve déjà dans quelque chose d'un peu plus intéressant. C'est écrit plus gros. Ça se voit. Mais on a toujours les mêmes problématiques. Hein. C'est toujours ces fameuses polices empâtées, ce qui est quand même assez étonnant parce que pour vous dire que ces livres sont dans les nouveautés actuelles en bibliothèque, hein, donc je les ai pas cherchés au fin fond du rayon. Et c'est vrai que je suis personnellement assez moins étonnée de voir qu'on utilise des polices qui ne sont pas du tout adaptées pour les personnes qui sont en difficulté de lecture, en fait. Mais par contre, qu'on nomme ces éditions en gros caractères. Et je vous compare quand même, du coup, avec les éditions à vue d'œil en caractère 16, donc qui correspondent sensiblement à Gablir. Et là, par contre, on a une police sans empattement.
ils utilisent, je pense que là, c'est peut-être de la luciole. Mais en tout cas, on voit que l'interlignage est déjà plus large, que les pages sont plus ventilées et surtout, il y a pas de transparence du papier et ça, c'est super important. De même que, c'est important de pouvoir potentiellement le lire en plus gros et là, vous avez la même version donc À vue d'œil et WordPress sont dirigés par, la même direction, hein. C'est 2 maisons d'édition, différentes mais derrière, il y a la même personne et là, vous avez la version, disons, 20 caractères de voir de près et clairement, bah, en termes de confort de lecture, la seule chose qu'on pourrait éventuellement reprocher, c'est que c'est du justifié, mais en soi, le confort de lecture est vraiment meilleur et surtout le papier, on le voit à l'image, est plus épais. Il n'y a aucun effet de transparence. La police utilisée est une police sans empattement et ça, c'est vraiment agréable à lire pour une personne qui voit mal. Alors, ça prend plus de place, mais c'est carrément agréable à lire. À quoi il faut faire attention quand vous acquérez des livres en gros caractères? Donc, comme je vous le disais, c'est la taille de la police. Minimum du corps 16, du corps 20, c'est apprécié. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui le font en 20 aujourd'hui, à part À vue d'œil et voir de près. Mais moi, franchement, je recommande parce que clairement, c'est appréciable. À la typographie, pitié, ne prenez pas des livres qui sont écrits en police empâtée, ça ne nous aide pas. On a presque plus de facilité à lire des livres adaptés pour les 10 au final, parce que pour les 10, on n'utilise pas des polices avec empattement. Et les problématiques se recoupent souvent. Faire attention à l'épaisseur du papier aussi, et à l'interlignage autant qu'à l'interlettrage. Minimum 1,5 ligne d'espacement, si vraiment c'est l'idéal. Et si vous êtes à 2, c'est encore mieux, mais 1,5, vraiment, c'est top. Et puis un interlettrage qui est bon, parce que là, si on compare l'interlettrage ici et l'interlettrage ici, il n'y a pas photo. Vous voyez que les lettres, elles sont beaucoup plus serrées. Et c'est le cas pour les autres, hein. Je ne vais pas toutes les refaire en sens inverse. Mais effectivement, la question de l'interlettrage, ben, c'est finalement les mêmes problématiques que pour le public 10. On aura beaucoup plus de facilité de lecture avec des éditions qui portent attention à ces détails-là. Que vous dire de bon, l'empattement, je vous ai fait une petite slide, mais je pense, vu l'heure, que je peux accélérer un petit peu ce point. Et le braille, vous allez me dire, bah, évidemment, aujourd'hui, en bibliothèque publique, on n'en a pas tellement. Et pourtant, ce serait possible, parce qu'il suffirait pour ça que les bibliothèques publiques mettent en place des partenariats avec, bon, en Suisse romande, il n'y en a pas 50, il y a une bibliothèque qui fait du braille, c'est la bibliothèque braille romande des livres parlés. Et pour ça, il n'y aurait absolument aucune difficulté potentiellement à mettre en place des collections en braille ou d'avoir un petit fond en braille en bibliothèque publique. Le problème qui se pose essentiellement pour le braille, c'est la question du stockage. Parce qu'il faut savoir qu'un livre braille prend beaucoup plus de place qu'un livre papier, la plupart du temps. Bah, pour vous donner, bon, c'est un ordre extrême, hein, ils ne font pas tous cette taille-là, mais pour vous donner un ordre d'idée, le dernier tome d'Harry Potter en braille, c'est 24 volumes. Donc, autant vous dire qu'il faut de la place. Après, ce n'est pas forcément une nécessité d'avoir l'intégrale d'Harry Potter qui vous prend une travée entière, hein. Mais dans l'absolu, il y a tout à fait moyen d'avoir une collection braille adulte avec des petits volumes, etc., ou simplement de les faire produire à la demande, en sachant que nous, on peut tout à fait mettre en place, la bibliothèque braille peut tout à fait mettre ce genre de service en place. Et la seule restriction étant que ces ouvrages doivent être destinés à un public qui peut justifier son handicap. Mais à partir du moment où la personne peut justifier de son incapacité de lire, on tombe de toute façon sous l'exception du droit d'auteur relative aux personnes en situation de handicap. Et donc, il y a tout à fait moyen de collaborer entre institutions spécialisées et bibliothèques publiques. Ça, il faut le savoir. Et c'est valable autant pour les collections adultes que pour les collections enfants et jeunesse. Donc évidemment, je vous disais, donc partenariat possible, donc il y a la création de titres en braille, et puis il y a aussi tout ce qui est potentiellement du braille numérique. Et ça, il y a tout à fait moyen de mettre en place, par exemple, des partenariats avec la Bibliothèque numérique francophone, la BNFA, dont je vous donnerai aussi les contacts, puisque ils sont porteurs de ce projet depuis plusieurs années. Eux sont en France, mais en l'occurrence, c'est les plus grands en tout cas en Suisse romande, nous, on passe par eux pour tout ce qui est braille numérique, et ils ont un choix qui est extrêmement important. Et en l'occurrence, comme c'est du numérique, on n'a pas de problème de stockage, ou en tout cas pas de place
place physique dans les locaux. Pour ce qui est des liseuses, bon, évidemment, je ne vous parle pas de ça en détail. Il faudrait évidemment, dans l'idéal, que les collaborateurs et collaboratrices soient formés non seulement à l'utilisation des liseuses, mais aussi au paramétrage d'accessibilité. Ça, c'est super utile si vous avez du public déficient visuel ou qui a des besoins particuliers. Savoir comment on change la police, savoir comment on change le rétroéclairage, savoir comment on change éventuellement l'interlignage, etc., etc. Et ça, évidemment, faut quand même être un tout petit peu formé. Et puis, c'est très bien d'avoir des liseuses, mais c'est encore mieux si vous avez des PDF et des e-pubs qui sont accessibles. Donc, autrement dit, qui sont bien construits. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et pour ce qui est de ça, c'est vrai que les PDF commerciaux ne le sont pas toujours. Donc, éventuellement, vérifiez ça. Il y a moyen de le faire, notamment avec la bibliothèque Braille, qui a un service de transcription qui s'occupe notamment de mettre en accessibilité des PDF, mais pas seulement. Aujourd'hui, pour l'accessibilité des EPUB, c'est encore un gros travail. Moi, je ne suis pas une grande spécialiste de la question, mais je sais que c'est en cours et que tout n'est pas encore résolu en matière d'accessibilité des EPUB, malheureusement, mais c'est un des gros points en chantier. Mais en tout cas, pour ce qui est du PDF, il y a moyen de faire quelque chose de façon à ce que vous puissiez potentiellement prêter du PDF accessible pour que les personnes qui ont des difficultés de lecture puissent y accéder facilement et ou sur liseuse et ou directement depuis leur PC. J'en arrive à un point qui est important, c'est les avantages du livre audio DAISY versus MP3. Il faut savoir que le MP3 et le DAISY ont un certain nombre de points qui les séparent, mais que, par exemple, un CD DAISY pourra parfaitement être lu dans un lecteur qui supporte le MP3. Le principe du DAISY, pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, parce que c'est un peu barbare et là, ce n'est pas exactement ce qu'on utilise en commerce, en fait, c'est un formatage, notamment sonore, qui permet de structurer le texte, le contenu, le fichier, de manière à pouvoir naviguer dedans comme on naviguerait dans un livre papier, en fait, par chapitre, enfin par titre, par chapitre, par sous-chapitre, par table des matières, etc., etc. Et le fait de baliser un livre au format DAISY permet à une personne déficiente visuelle, peu importe le support qu'elle utilise, que ce soit un Victor, que ce soit le fichier sur carte SD, que ce soit un lecteur sur son PC, par exemple, il y en a aussi, ou que ce soit son smartphone avec les applications de téléchargement des livres audio de la BSR et de la BBR, dont je pourrais vous donner les références aussi. Ça va permettre à la personne vraiment par exemple, passer d'un chapitre à l'autre, aller directement au chapitre 8 sans aller consulter l'ensemble des pistes précédentes. Mettre un signet. On peut mettre des signets dans les livres DAISY, ce qu'on ne peut absolument pas faire dans un livre MP3. C'est-à-dire qu'on peut revenir ensuite à ces signets qu'on a indiqués au temps de lecture qui va être enregistré directement sur le CD. Et surtout, ces CD-là ont le grand avantage de pouvoir être remis dans l'appareil une fois qu'ils en ont été retirés et recommencer la lecture exactement là où vous l'avez laissé. Ce qui fait que pour les personnes déficientes visuelles qui lisent, et il y en a beaucoup, vous pouvez avoir plusieurs lectures en même temps, par exemple, sur différents CD. Et puis, quand vous passez d'un livre à l'autre, si vous êtes un lecteur multiple, vous n'allez jamais perdre le fil de votre lecture parce que votre ouvrage va systématiquement se remettre en route là où vous l'avez laissé. Et donc, ces appareils sont extrêmement pratiques et extrêmement usités aussi dans la communauté des personnes déficientes visuelles. Évidemment, pour la mise en accessibilité de ces livres audio du commerce qui sont à la base en MP3, c'est extrêmement facile pour les institutions spécialisées de les transformer en livres DAISY. Et ça, vous pouvez tout à fait collaborer avec les bibliothèques du secteur qui sont spécialisées là-dedans. À Lausanne, vous avez la bibliothèque sonore romande, à Genève, la bibliothèque Braille romande et livres parlés, à Zurich, la SBS, pour éventuellement les personnes qui seraient proches d'Outre-Sarine. Donc voilà, ça, c'est des opportunités qui sont tout à fait intéressantes, qui ne coûterait pas forcément grand-chose, puisque finalement, c'est a priori plutôt la bibliothèque qui fait la copie qui sera en plus chargée de la rémunération des droits d'auteur.
Et puis que voilà, nous, en l'occurrence, les bibliothèques spécialisées sont aguerries à ce type d'exercice. On acquiert, nous aussi, pour nos lecteurs, des livres parfois du commerce qu'on met en accessibilité DAISY. Donc, on peut aussi tout à fait envisager non seulement un système de partage des titres, mais aussi simplement de transmettre des copies des titres qui pourraient intéresser les lecteurs des BM directement au BM. Donc finalement, comme on a pu le constater, les problématiques d'accessibilité en bibliothèque, elles rejoignent finalement les problématiques d'accessibilité qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle autre circonstance, que ce soit l'accessibilité au commerce, l'accessibilité au milieu culturel de manière générale. Je pense notamment aux musées, aux lieux d'exposition, aux bâtiments de l'administration. Et avec, mine de rien, des problématiques spécifiques qui sont notamment la mise en accessibilité des collections et celle du matériel, plutôt des outils qui permettent d'accéder aux collections. Donc, je pense notamment aux EPAC et aux bornes d'emprunt et de retour. Mais de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accessibilité en bibliothèque doit être pensée dans sa globalité et pas uniquement en matière d'acquisition des collections du reste auquel il faut porter un soin absolument particulier au moment du choix, au niveau des choix, notamment pour le grand caractère. Je pense notamment, j'ai eu des chiffres tout récemment des éditions Libra-Diffusion, pardon, qui avaient un nombre de pages pour les derniers Musso qui était inférieur à l'édition standard. Donc, quand vous voyez ça, et ça prend un clic sur Google, je vous invite à quand même tenter de faire l'exercice. Si vous avez un livre en gros caractères qui est moins volumineux qu'un livre en édition standard, je pense que là, il est judicieux de se poser des questions. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, l'accessibilité en bibliothèque, c'est une affaire qui peut être facilement remédiée, facilement mise en place, notamment dans un premier temps par la formation du personnel. Et ça contribuerait à la mise en place d'une société inclusive vraiment pour l'ensemble des publics et à la non-ségrégation, je dirais, des personnes en situation de handicap qui pourraient ainsi sortir d'un système spécifique qui leur est propre pour s'intégrer et être inclus dans l'ensemble de la population. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je me réjouis de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Céline pour cette conférence extrêmement dense. Hein. Je pense que tout le monde a pu apprécier justement cette idée de globalité et tous les points, les domaines au fond que vous avez abordés. Donc pour rebondir, je dirais qu'effectivement, il faut penser l'inclusion dans sa globalité, c'est clair. Et là, on a vu à quel point, encore une fois, c'était important. Mais aussi se dire qu'on peut fonctionner par étapes. Et puis que parfois, quand on a l'impression qu'on doit tout faire en même temps, bah, ça devient dissuasif pour les institutions et le personnel. Mais bien entendu, on peut faire une chose après l'autre. On peut se concentrer une année sur la signalétique, une autre année sur le matériel, former le personnel à un moment donné. Enfin voilà, il y a aussi des moyens d'y aller pas à pas. Je rappelle effectivement qu'à Bibliomédia, nous avons un fonds en grand caractère pour les bibliothèques qui nous suivent. Je pense que nos grands caractères, ils ne sont pas forcément si bien maintenant que vous nous avez montré ça. On va se replonger dans le fond, mais en tout cas, on en a. Et puis, on travaille depuis longtemps avec les grands caractères. Et depuis peu, c'est vrai, on a aussi un espace édition accessible jeunesse. Comme vous nous en avez parlé, je salue d'ailleurs Virginie Brivadi qui a aussi fait mention des éditions jeunesse accessibles et qui travaille à Signe d'essence. Là, je vous invite vivement à aller voir ce site et tout ce que propose Signe d'essence. Par rapport aux questions, voilà. Je vois que Nicole Grive de Pro Infirmis, label culture inclusive, a aussi des ressources générales pour l'inclusion des publics avec différents handicaps. Donc évidemment, toutes les ressources sont bienvenues. Elles peuvent être envoyées à ma collègue Marina et puis on les enverra aux participants, participantes. Des personnes demandaient des références de loupe électronique
et du coup de fournisseurs spécialisés. Si vous avez ça, Céline, peut-être vous pouvez ajouter. Oui, tout à fait, je mettrai ça dans les références que je vais vous transmettre, sans aucun souci. C'est vrai que nous, on a tout de suite tiqué aussi sur ces loupes électroniques. Il y a peut-être des choses qui peuvent être aménagées dans les bibliothèques romandes à des coûts tout à fait raisonnables pour plus d'accessibilité. Pourquoi? Parce que, et ça c'est toujours important de le rappeler, en tout cas pour nous, ces handicaps visuels ou auditifs ne concernent pas du tout une infime minorité de la population, mais beaucoup de personnes en réalité, quand on devient plus âgé, et même pas forcément très âgé au fond. Et là, il y a vraiment des choses qui peuvent être mises en place assez facilement. On parlait hier avec notre collègue Isabelle Cardis qui travaille à la bibliothèque de Morion, à quel point au fond il y a des paliers qui font que peu à peu on renonce en fait à aller dans telle manifestation ou tel lieu culturel parce qu'il y a un obstacle et puis un autre et puis un autre. On pourrait chaque jour essayer de surmonter tous ces obstacles, mais l'énergie à déployer est parfois trop importante. Donc, peut-être que dans les bibliothèques, on doit se dire, bon, quels obstacles, nous, on peut assez facilement faire tomber pour un maximum de personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, voilà, donc vous pouvez voir dans le chat euh, Nicole Grive qui partage le guide en ligne pour une sortie culturelle accessible qui a été réalisé par des expertes vivant avec et sans handicap. Donc là aussi, avec ce chemin d'accessibilité, hein, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je le mettrai parce que Nicole me l'avait envoyé aussi, donc je Voilà. vais le diffuser dans les documents qui viendront après la conférence. Elle précise que le PDF est accessible à des personnes en situation de handicap visuel. Et puis le répertoire des prestataires, on avait déjà travaillé là-dessus l'année dernière lors de notre journée de la médiation culturelle, répertoire pour la Suisse romande. Donc là, vous trouvez aussi tout ça sur le site cultureinclusive.ch. Donc, grâce à tout ce que vous nous avez transmis aujourd'hui et puis au travail de culture inclusive et ce que nous, on essaye aussi de mettre en place, il y a vraiment de plus en plus d'outils qui sont mis à disposition des bibliothèques pour plus d'inclusivité. Et Nicole Grive nous dit la présentation de Céline a bien montré qu'il faut collaborer avec des expertes en situation de handicap. Ils et elles sont les plus compétentes pour identifier les obstacles et des solutions. Oui, je pense que nous, ça nous a redonné un petit coup de... parce qu'évidemment, notre situation, bon, on n'est pas une bibliothèque publique, mais il y a des choses, tout à coup, on se dit, ah mon Dieu, oui, c'est vrai, on n'a pas du tout pensé à ça. Et donc, sans votre expertise, enfin, je pense que c'est vraiment une expertise dont on ne peut pas se passer. Je reste à disposition en cas de questions et très volontiers si on a besoin de conseils ou autre. Enfin voilà, moi je suis très disponible sur LinkedIn aussi pour les personnes qui éventuellement auraient besoin de compléments ou autres. Je suis d'ailleurs très active sur ce réseau, donc n'hésitez pas si c'est vraiment une problématique qui vous intéresse. Je poste essentiellement autour de la déficience visuelle, pas seulement sur les problématiques en bibliothèque, puisque mon expertise est assez large, comme d'ailleurs Céline vous l'avez relevé en début de conférence. Mais en tout cas, je vais vous transmettre l'ensemble de ces informations. Je peux déjà vous dire, pour tout ce qui est question de loupe et de matériel, de ce qu'on appelle dans le jargon les moyens auxiliaires, que les interlocuteurs les plus adéquats pour répondre à ces questions seront certainement les centres spécialisés. Dans le canton de Vaud, je pense notamment au service de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants qui ont une antenne moyens auxiliaires notamment. Sur Neuchâtel, il y a Centre Vue qui fait ça très bien avec Olivier Blazer. Je vous donnerai toutes ces références, hein, mais c'est pour que vous ayez déjà un petit aperçu à l'oral. Et sur Genève, je pense notamment au centre de compétences en accessibilité de l'ABA et au centre d'information en réadaptation de l'ABA également, de l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants.
qui est tout à fait habilité à fournir un certain nombre d'informations à ce niveau-là. Sinon, pour tout ce qui est lampe de table, par exemple, il y a le shop en ligne de l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles qui en fournit un certain nombre de modèles. Après, c'est quand même pas extrêmement exhaustif. Donc, je pense que même les opticiens spécialisés en basse vision sont des bons interlocuteurs pour toutes ces questions-là. Et je vois qu'il y a aussi mention de l'initiative OK 2.go, Go, de l'Association suisse sans obstacle, qui permet d'intégrer les détails des accès sur nos sites web. Et il y a apparemment quelque chose dans le dernier numéro de la revue de BiblioSuisse. Donc, je pense que là, on est vraiment outillé pour se lancer, en tout cas dans certains domaines. Hein. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Il y a Anne-Laure Divou qui pose une question. Je travaille dans une bibliothèque de HES et je souhaiterais, si des bibliothèques HES, je souhaiterais savoir si des bibliothèques HES sont équipées pour accompagner les étudiants et étudiantes en déficience visuelle. Alors là, je ne sais pas s'il y a d'autres bibliothèques, oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est partager les mails, les adresses mail de toutes les personnes qui participent aujourd'hui pour favoriser aussi des échanges entre vous. C'est aussi ça qu'on essaye de faire au laboratoire des bibliothèques, hein, d'être une plateforme pour stimuler ces échanges. Volontiers. Mais je pense que ça, c'est une problématique extrêmement importante qui est soulevée là, l'accessibilité des bibliothèques scolaires. Parce que pour avoir fait des études, et notamment en information documentaire à la Haute École de Gestion de Genève, je peux vous assurer que la bibliothèque n'avait pas exactement des ressources accessibles. Et ça n'a pas toujours été évident. Enfin, mais c'est une problématique qui se retrouve partout. Enfin, moi, je jette la pierre à personne, mais c'est vrai que justement, cette question de l'accessibilité des bibliothèques, pour moi, elle fait extrêmement écho et surtout, elle fait extrêmement sens parce que finalement, une des grandes problématiques aujourd'hui qu'on retrouve pour le public déficient visuel et particulièrement les jeunes, et ça, on sort un tout petit peu du cadre de la conférence, en fait, c'est l'accès à la formation. Et l'accès à la formation, mine de rien, il passe non seulement par l'accessibilité des supports scolaires, dont une technologie a été d'ailleurs primée tout récemment à la Fondation Asile des Aveugles pendant un symposium le 9 septembre, mais aussi justement par l'accessibilité des lieux de savoir qui contribuent justement à cette scolarisation et à la formation. Et si les bibliothèques ne sont pas forcément en mesure de fournir un accompagnement spécifique aux personnes déficientes visuelles, c'est aussi, mine de rien, un frein à l'enseignement et à la formation. Et ce frein, il n'est pas forcément extrêmement difficile à lever, parce que ça pourrait tout simplement être au fait des interlocuteurs qui peuvent aussi être mis en contact avec l'élève dont les spécificités nécessitent un accompagnement spécifique. Typiquement, à la bibliothèque Braille Roman des livres parlés, on adapte énormément de contenu au centre pédagogique pour handicapés de la vue à Lausanne aussi. Mais pour ça, il faut encore que ces institutions soient au courant qu'il y a des élèves qui sont déficients visuels et qui auraient potentiellement besoin de contenu adapté. Et ça, si effectivement le personnel des bibliothèques n'est pas forcément au courant ou n'a pas le réflexe de mettre en lien les étudiants avec les bons interlocuteurs ou interlocutrices, forcément, ça va créer des liens, ça va poser des barrières. Et il faut être conscient aussi, et ça c'est forcément ça c'est encore autre chose, c'est lié parfois aussi à l'acceptation du handicap, qu'il y a des personnes qui sont potentiellement déficientes visuelles, mais qui sont des fois, comme pour tout type de handicap, hein, pas seulement la déficience visuelle, mais qui n'ont pas forcément une démarche d'acceptation complète de la situation et qui vont parfois être dans la suradaptation. Donc, c'est très délicat, mais l'important, c'est de savoir repérer potentiellement et être à l'écoute et pouvoir proposer les ressources. C'est vraiment important. Merci beaucoup d'avoir précisé ça. Hein. Je pense que nous, ça nous touche beaucoup aussi parce que en ce moment, on réfléchit plus que jamais à ce que ça veut dire l'accessibilité et un accès libre, un libre accès pour ce qui concerne les bibliothèques. Et comme vous l'avez bien dit, si cet accès aux collections
aux structures, aux actions et aux lieux bibliothèques ne sont pas assurés, notre mission, elle n'est pas accomplie. Ça ne sert à rien d'avoir des collections à disposition si toute une partie de la population, pour des raisons très diverses, n'y a pas accès. Et au fond, quand on fait de l'éducation ou du partage des savoirs, toutes les discriminations qui empêchent l'accès à l'information et au partage des savoirs, ça nous concerne très directement. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie de ce genre de réflexion et avancer peu à peu. J'ai eu encore des messages là de Nicole Grieve qui se tient à disposition pour conseiller aussi BiblioSuisse. Alors, nous, Bibliomédia, ce n'est pas BiblioSuisse, donc on n'a pas les clés de BiblioSuisse, mais bien sûr qu'on essaye de travailler aussi avec BiblioSuisse. Et puis, elle relève le fait que j'ai lu à haute voix les commentaires du chat pour que tout le monde puisse y avoir accès. Je pense que ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit au début, que j'ai trouvé très important. Vous disiez que si les personnes, par exemple, qui ont des déficiences visuelles ne peuvent pas profiter des lieux publics, de l'espace public au fond, et des lieux culturels, eh bien, il y a tout un tissage, une cohésion sociale qui ne peut pas se faire. Et on est aussi responsable de ça, et au fond, quel appauvrissement pour tout le monde. Donc, du coup, je pense que ça, c'est aussi un aspect en bibliothèque auquel on peut vraiment réfléchir. Et notamment par la médiation culturelle, je pense aussi, ça c'est vrai que en 1 heure et quart, je n'avais pas le temps de tout aborder évidemment, mais j'aurais beaucoup aimé aborder les questions de médiation culturelle en bibliothèque. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie question aussi, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui pourraient être pensés de manière à être accessibles aussi pour ce public-là. Et les autres, hein, on est d'accord, il ne faut pas être exclusif pour les autres. mais c'est vrai que c'est une problématique qui, moi, me semble de fond, dans le sens où on sait que les personnes déficientes visuelles, par exemple, ont beaucoup plus de peine à se faire un réseau, notamment professionnel, que les autres, parce que c'est plus compliqué d'accéder à, par exemple, des événements de réseautage où il y a plusieurs groupes qui sont constitués. Une personne qui est aveugle, par exemple, aura de la peine à passer d'un groupe à l'autre en sachant pas combien il y a de personnes. C'est pas qu'elle est en incapacité sociale, c'est juste que c'est des difficultés supplémentaires du fait qu'il n'y ait pas la vision. Et du coup, si les bibliothèques peuvent, à travers justement leurs événements de médiation et leurs manifestations culturelles, faciliter justement ces échanges en petits groupes, faire en sorte que ces personnes soient incluses, participent. Je pense par exemple même à des cercles de lecture au final. Je peux vous dire, on en a un à la Fédération suisse des aveugles et malvoyants à Genève. Souvent, les personnes déficientes visuelles sont des grandes lectrices. Vraiment, parce que c'est un des rares loisirs qui nous est 100% accessible en audio quand même. Et en braille, moi-même, je connais énormément de personnes, qu'elles soient braillistes ou pas, qui sont de très, très grandes lectrices. Mais par contre, j'en ai jamais vu une en bibliothèque publique. Ce qui est fort dommage, parce que souvent, c'est des personnes qui sont très cultivées. Je crois qu'il y a un club de lecture comme ça à la bibliothèque de Morion, justement, avec Isabelle Cardis. Mais alors là, ça nous fait encore une fois réfléchir sur justement l'inclusion en médiation culturelle. On va travailler là-dessus. Nicole Grieve a encore rappelé dans le chat que plus de 20% de la population vit avec un handicap visible ou non, plus ou moins important. Et ça, on trouve ça sur le site de la Confédération, au fond, des statistiques de l'Office fédéral de la statistique. 1,7 million de personnes. Voilà, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, je vois qu'on a dépassé juste d'un petit quart d'heure, on a été raisonnable à ce niveau-là. Merci infiniment, Céline, d'avoir été avec nous. On espère poursuivre les échanges. Bien sûr, on va le faire via les mails. Et puis, la vidéo sera publiée sur notre chaîne YouTube d'ici peu. Merci à toutes les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Et voilà, bon travail. Bonne suite à vous. Merci beaucoup Céline et Marina pour l'invitation à ce webinaire que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous. Et merci à toutes et tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas, à disposition en cas de questions. Et merci Nicole aussi pour tes compléments sur le chat.
Tes documents seront bien envoyés avec l'ensemble du reste par mail aux différents participants et participantes dans le courant de la semaine prochaine. Et moi, je vous souhaite une bonne suite de journée. Presque bon appétit bientôt. Merci, hein, au revoir. Bonne fin de matinée, au revoir.